Après un séjour au Kenya où il a pris part à la TICAD 6, le chef de l'État a regagné hier soir Abidjan. À son arrivée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët, le président de la République a fait le point de sa participation à la conférence. Nous en parlerons dans cette édition. En marge de la TICAD 6, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a visité le parc animalier de Nairobi et une unité semi-industrielle de poterie et de produits artisanaux dénommée Ixuri. Elle avait à ses côtés les premières dames d'Afrique et du Japon. Des projets de la SFI étaient au cœur d'une rencontre à la primature. Le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan a reçu une délégation de la Société financière internationale. Elle était conduite par le vice-président de cette structure, Philippe Leouérou. À l'étranger, les Gabonais attendent les résultats de l'élection présidentielle. Au lendemain du vote, le président sortant Ali Bongo et son principal adversaire Jean Ping ont chacun revendiqué leur victoire. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant mardi. Bonsoir et bienvenue. La 6e édition de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique a pris fin le 28 août à Nairobi, au Kenya. 73 accords ont été signés entre les sociétés japonaises et africaines. Le président de la République a pris part à cette rencontre. Il a regagné Abidjan hier soir. À son arrivée, le chef de l'État a fait le point de son séjour dans la capitale kenyane. Je rentre de Nairobi, où j'ai pris part à la 6e conférence internationale sur le développement de l'Afrique, la TICAD. Cette conférence se tenait pour la première fois en Afrique. C'est la 6e. Les 5 premières conférences ont eu lieu au Japon. La dernière conférence, celle de 2013, s'est tenue donc à Yokohama, au Japon. Et le thème, cette fois-ci, était donc faire progresser l'agenda du développement durable de l'Afrique, TICAD, partenariat pour la prospérité. Alors, j'étais accompagné de la première dame et d'une forte délégation avec le ministre directeur de cabinet, le ministre des Affaires étrangères, la ministre du Plan et du Développement, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, ainsi que plusieurs membres du cabinet présidentiel et des ministères concernés. Nous avons été bien accueillis par mon ami, mon frère, le président Uhuru Kenyatta, le fils du premier président du Kenya, qui était un grand ami du président Félix Houphouët-Boigny, qui nous a réservé un accueil particulier en se rendant à l'hôtel pour nous saluer dès notre arrivée le vendredi matin. Et notre délégation a eu droit à toutes les attentions et à tous les égards, et je voudrais dire au nom de la Première Dame et de la délégation à quel point nous avons été touchés par ces marques d'amitié et de considération. La rencontre a été avec le président Kenyatta, l'occasion d'évoquer ensemble les questions bilatérales, notamment en matière de coopération, de développement, et nous sommes convenus que les deux pays étant des pays phares dans chacune des sous-régions, que nous devrions échanger encore plus nos expériences. Comme vous le savez, le Kenya est un pays à forte croissance, un grand pays, plus de 40 millions d'habitants, et qui a connu une bonne stabilité politique malgré les quelques difficultés liées à des élections il y a une dizaine d'années. Et maintenant, le pays est sur la bonne voie. Et bien évidemment, la Côte d'Ivoire fait son chemin dans la même direction. Et nous sommes convenus que c'était des exemples à partager et que nous devrions nous-mêmes nous voir plus souvent et faire connaître nos expériences en la matière. Et nous continuerons de mener des réflexions en matière d'intégration régionale, en matière d'immigration, parce que comme la Côte d'Ivoire, le Kenya a une forte population donc, africaine sur son territoire. Alors, pour en revenir à la TICAD, nous avons examiné plusieurs questions essentielles pour notre continent. Le premier thème a été la transformation structurelle de nos pays par la diversification de nos économies et l'industrialisation. La ministre Kabanyale nous a représentés sur ce panel. Le deuxième point concerne la promotion des systèmes de santé plus efficients
Et là, Madame la ministre Raymonde Goudou nous a représentés. Et le troisième thème, la promotion de la stabilité sociale pour une prospérité partagée. Et nous avons été représentés là par le ministre des Affaires étrangères, le ministre Maverick Touakeuse. Alors, il a été question du renforcement du rôle du secteur privé dans nos économies. Et là, nous avons eu de nombreux chefs d'entreprises japonaises qui sont donc intervenus et qui nous ont fait partager leurs possibilités et également leur disponibilité à venir investir en Afrique et bien sûr plus particulièrement en Côte d'Ivoire. Alors tous les chefs d'État ont salué la TICAD qui depuis 1993 est un bel exemple de coopération entre le Japon et l'Afrique. Et nous nous sommes félicités de la prise en compte par la TICAD de plusieurs de nos priorités, notamment les questions d'énergie, les questions d'eau potable, de santé, d'environnement, d'agriculture, les infrastructures, l'industrialisation. Et nous avons, nous, particulièrement insisté sur les questions d'énergie, d'infrastructure et également d'intégration, bien sûr de santé. Et nous avons donc tous dit qu'il fallait mettre un accent particulier sur la lutte contre le terrorisme qui n'épargne aucune région du monde. Alors, pour mon intervention en séance plénière, j'ai exprimé surtout notre gratitude au Japon, au Premier ministre Shinzo Abe, pour l'intérêt qu'il porte à l'Afrique et pour sa contribution à la transformation de nos économies, car vous savez que c'est la deuxième fois qu'il visite l'Afrique, puisque en janvier 2014, il avait fait une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire, une visite officielle. Et à cette occasion, il avait rencontré les chefs d'État de la CEDEAO ici, même à Abidjan. Et donc cette fois-ci, il est au Kenya, donc la deuxième fois en 2 ans. Ceci est une marque d'attention et d'intérêt pour le continent africain et nous en sommes reconnaissants. Alors j'ai insisté dans ma présentation sur la nécessité, bien sûr, de prévoir le financement de nos économies, mais également de nous apporter un appui technique et un appui en formation, car le Japon est bien connu pour la qualité de sa formation et des outils de technologie. En marge de la conférence, j'ai pris part à un dîner de travail offert par le gouvernement du Japon sur la coopération avec la CEDEAO. Nous étions 10 chefs d'État et nous avons, pendant plus d'1 heure et demie, échangé avec le Premier ministre Shinzo Abe sur nos attentes et sur la manière dont nous voulons organiser le suivi donc des projets en cours. Et je crois que le Premier ministre a considéré que ceci lui permettra de mieux suivre la mise en œuvre des différents programmes. Et à cette occasion, nous avons tous insisté sur la nécessité pour le Japon de nous aider à aller plus loin dans le financement de l'autoroute Lagos-Abidjan, qui doit passer par Cotonou, Lomé, Accra, Abidjan et même continuer jusqu'à Dakar. C'est un projet qui nous tient à cœur. Et nous en avions parlé d'ailleurs avec le Premier ministre Shinzo Abe en janvier 2014, quand il a rencontré les chefs d'État de la CEDEAO. J'ai également eu des entretiens bilatéraux avec plusieurs de mes pairs et nous avons donc évoqué des questions bilatérales. Alors, au nombre des chefs d'entreprise japonaises présents aux côtés du Premier ministre japonais, nous avons indiqué d'abord les bonnes politiques économiques qui sont menées en Côte d'Ivoire, les bonnes performances, pour dire que la Côte d'Ivoire est un pays sûr, un pays à bonne économie et à bonne opportunité, et encourager les entreprises japonaises à venir encore plus nombreuses pour investir ici, non seulement donc en matière d'infrastructures, d'eau potable ou de nouvelles technologies, mais également, donc je dirais, en matière de formation de nos cadres. Et les entreprises se sont montrées très intéressées par ces propositions, y compris dans le secteur de la santé, la question de la transformation des produits agricoles et de l'eau potable, ainsi que de la sécurité. D'ailleurs, une importante mission de chef d'entreprise japonaise
est attendu à Abidjan très prochainement. En marge de la TICAD, j'ai eu des rencontres fructueuses avec plusieurs personnalités, dont le président de la Banque mondiale, le président Jim Kim, l'administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD, le président de l'Agence japonaise de coopération internationale, la JICA, et le président de l'Organisation japonaise du commerce extérieur, la JETRO. Et d'ailleurs, avec la JETRO et le CPC, nous avons procédé à la signature d'un MOU pour faciliter l'appui de JETRO au CPC. Ceci permettra de renforcer davantage les échanges commerciaux en Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Japon, et aussi de faire en sorte que nous ayons des investissements privés ivoiriens et japonais en Côte d'Ivoire comme au Japon. Alors les premiers responsables de toutes ces institutions importantes ont félicité les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire et exprimé leur grande confiance en notre pays. Je crois que c'est important parce que, évidemment, nos relations traditionnelles sont avec l'Europe et aussi avec l'Amérique. C'est bon de voir maintenant que des grands pays d'Asie comme le Japon ont confiance en la Côte d'Ivoire. Les uns et les autres se sont engagés à accroître de façon significative leur intervention dans notre pays et donc plusieurs d'ailleurs entreprises ont décidé de faire de la Côte d'Ivoire la plateforme, le hub de leur intervention, de leurs opérations dans notre sous-région, ce qui montre à nouveau la place et le rôle de notre pays sur le continent africain. Alors, au cours de mon séjour, j'ai rencontré aussi le bureau de l'association des Ivoiriens résidant au Kenya. Ils ne sont pas nombreux, une centaine, mais c'était une rencontre très conviviale et chaleureuse. Et j'ai vu dans nos entretiens qu'ils suivent de très près l'actualité dans notre pays, puisque la question a surtout porté sur la réforme constitutionnelle. J'en étais bien sûr très heureux. Alors, je leur ai annoncé l'ouverture prochaine d'une ambassade de notre pays au Kenya et nous allons, j'espère, dans les prochains mois, pouvoir nommer un ambassadeur au Kenya, comme l'a souhaité le président Uhuru Kenyatta. À l'occasion de l'ouverture de cette ambassade, un échange plus élargi pourra avoir lieu entre le ministre de l'Intégration africaine et les Ivoiriens, car ils ont souhaité avoir un échange plus approfondi. Enfin, à l'occasion de la TICAD, nous avons procédé en compagnie de plusieurs chefs d'État et l'administrateur du PNUD, Mme Hélène Clark, au lancement du rapport régional Afrique du PNUD sur le développement humain. C'était avant la séance de clôture et nous avons donc vu comment le genre fait des progrès importants sur le continent africain, mais pour noter que ces progrès sont insuffisants et qu'il fallait aller plus vite si nous voulons que l'Afrique se développe plus rapidement et que le développement humain pour les femmes soit véritablement une réalité. Alors pour conclure, je peux dire que la 6e conférence de la TICAD a été un grand succès. Je le dis tout à l'heure à M. l'ambassadeur du Japon, nous en sommes très heureux, et le Premier ministre Shinzo Abe aussi. Je crois que non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais pour le continent africain et pour le Japon. Et nous avons d'ailleurs, pour bien marquer cela, adopté une déclaration solennelle, la déclaration de Nairobi, et un plan de mise en œuvre, donc des recommandations. Nous avons tous salué l'engagement pris par le gouvernement japonais d'investir 30 milliards de dollars sur les 3 prochaines années en investissement privé et public au niveau du continent africain. Avant cette conférence, j'ai pris quelques jours de congé en France avant de me rendre au Kenya et ces vacances sont à présent terminées, je peux le dire. Et nous allons donc, bien sûr, reprendre le travail dès demain. Et nous tiendrons un conseil des ministres, Monsieur le Premier ministre, dès le mercredi 31 août.
À son retour hier soir, le président de la République, Alassane Ouattara, a retrouvé avec joie les 2 médaillés ivoiriens des Jeux olympiques de Rio. Il a exprimé toute sa fierté de voir 2 athlètes représenter dignement la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous sportif. Cheikh Cissé et Ruth Gbagbo ont présenté leur trophée au chef de l'État et son épouse, la première dame Dominique Ouattara. Viviane Aïme. Après une absence de 3 semaines, mise à profit pour nouer des contacts fructueux pour le développement de son pays, la Côte d'Ivoire, le président de la République, Alassane Ouattara, est rentré dans la soirée de ce dimanche. Son avion a atterri aux environs de 21h30. C'est une joie visible que le président de la République avait de retrouver son pays et de partager avec tous ses concitoyens cet autre bonheur qui touche la Côte d'Ivoire à travers le sacre international de 2 de ses enfants aux récents Jeux olympiques de Rio. Cissé Cheikh Salah Junior, médaillé d'or, et Gbagbo Ruth, médaillé de bronze, étaient à l'aéroport pour présenter au capitaine des éléphants la glorieuse moisson de la campagne de Rio. Le président de la République, accompagné de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, ont tous 2 félicité chaleureusement ces jeunes héros. Ma joie est grande de recevoir nos jeunes compatriotes qui nous ont fait donc la grande fierté de nous apporter 2 médailles, une médaille en or et une médaille en bronze au niveau du taekwondo. Bravo, bravo, bravo. C'est une grande première. La Côte d'Ivoire avait eu la médaille d'argent en 1984 par notre jeune frère Tiako. Et là, je suis heureux de saluer Cheikh Cissé et Ruth Gbagbo pour cette performance. Bravo à vous. Nous sommes très fiers de vous. Entendre l'hymne national de notre pays vibrer dans le ciel de Rio était vraiment un moment de très grande émotion. Et grâce à vous, nous l'avons vécu. Merci à tous les 2. Merci. Le Premier ministre vous a accueilli à mon absence et nous aurons l'occasion de vous traduire à nouveau la joie et la fierté de toute la nation dans les prochains jours. Et je suis heureux de constater que vous êtes à Abidjan et que nous devons prendre le temps de bien organiser tout cela. Et je peux vous assurer que nous avons été félicités par de nombreux chefs d'État à Nairobi, et c'était un moment quand même de grande émotion. Et donc merci à tous les 2. Bon, bravo encore à Cheikh et à Ruth. Voilà, bravo à vous, bravo, bravo. Au Kenya, en marge de la TICAD 6, les premières dames d'Afrique et du Japon ont mené des activités. Après le séminaire sur l'avenir des femmes et des filles en Afrique, elles ont effectué une visite au parc animalier de Nairobi, ainsi que dans une unité semi-industrielle de poterie et de produits artisanaux dénommée Ixuri. Parmi elles, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Abiba Dambélé-Saoui. Au parc David Sheldrick, des éléphants, des rhinocéros, des autruches, comme on en rencontre rarement encore sur le continent africain. Les épouses des chefs d'État ont, dans un geste maternel, participé à l'alimentation des éléphantaux. Au coup de sifflet de leur maître, les éléphantaux sont apparus en file indienne prendre leur biberon. Des moments de complicité que ces grandes dames n'oublieront pas de sitôt. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a accepté d'adopter un petit éléphant de 9 mois du nom de Joto. Une autruche n'a pas manqué d'attirer l'attention des First Lady. Un rhinocéros dans un enclos retiré a reçu la visite des grandes dames d'Afrique. Après ce parc animalier, les premières dames ont terminé la visite guidée conduite par leur homologue du Kenya, Mme Margaret Kenyatta, dans une unité semi-industrielle de poterie et autres produits de l'artisanat kenyan, dénommée Kazuri. Les First Lady d'Afrique et du Japon ont pu apprécier le savoir-faire de ces femmes et de ces hommes, du travail minutieux et une finition qui donne des couleurs aux produits colliers, boucles d'oreilles, paniers et autres produits décoratifs, avec la signature de la singularité kenyane. Une belle visite qui a marqué la fin du séjour kenyan de Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire.
Ici en Côte d'Ivoire, rendons-nous à la primature où des échanges ont eu lieu entre une délégation de la Société financière internationale conduite par son vice-président et le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, accompagné de quelques membres du gouvernement. La SFI a fait part de plusieurs projets qui vont être analysés par les deux parties. Gabriel Zani. Accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par le Premier ministre Daniel Cablon-Duncan, Philippe Le Houerou, le vice-président exécutif de la SFI, la Société financière internationale, a donné le sens de sa mission de travail qu'il effectue à Abidjan depuis ce lundi. Au centre des rencontres institutionnelles qu'il aura avec les autorités, la revue de plusieurs projets et l'amélioration du climat des affaires. Lors du groupe consultatif sur la Côte d'Ivoire, où on a promis, pour la période 2016-2020, de mettre à peu près 1,7 milliard de dollars d'investissement. Et donc, à cette occasion, avec le Premier ministre, on a eu la gentillesse et l'amabilité de m'inviter pour voir en Côte d'Ivoire qu'est-ce qu'on a fait ensemble. Et surtout, plus important, qu'est-ce qu'on va faire dans les prochaines années pour pouvoir stimuler encore plus les investisseurs, l'investissement privé en Côte d'Ivoire. La centrale thermique d'Azito, la société ivoirienne de production animale, seront visitées par la délégation de la SFI, la plus importante institution d'aide au développement, au service du secteur privé dans les pays émergents. Ce lundi après-midi, les discussions débutent dans les bureaux de la primature. La partie ivoirienne et celle de la SFI se rencontrent. Les débats portent bien entendu sur l'appui au secteur privé. C'est la première visite de Philippe Le Houerou à Abidjan, une visite de 3 jours qui témoigne de la confiance de l'institution financière aux réformes engagées par le gouvernement ivoirien. Le reportage de Gabriel Zani est commenté par Sidonie Davila. Il n'y a plus aucun doute, la rentrée scolaire 2016-2017 est fixée au 12 septembre prochain. Cette date sera décalée d'un jour en cas de coïncidence avec la fête de la Tabaski. Les acteurs du système éducatif ivoirien sont appelés à respecter cette date de rentrée scolaire. On les rencontre dans les rues et très souvent sur les routes, tentant à chaque fois de brandir leurs marchandises aux automobilistes. Le commerce ambulant est interdit par les autorités et pourtant, les vendeurs ambulants exercent leur activité contre vents et marées. Ces commerçants disent vouloir tout simplement obtenir leur gain quotidien, leur pain quotidien. David Soyo, Francois-Diou. Les rues de la commune du Plateau n'ont plus aucun secret pour Xavier. 18 ans, cet élève, nouveau bachelier, exerce chaque grande vacances l'activité de vendeur ambulant et ce depuis l'âge de 13 ans. Chaque vacances, je suis ici pour vendre mes classeurs, pour pouvoir aider mes parents. Les porte-documents, l'essentiel de la marchandise de Xavier. Ils sont plusieurs à exercer cette activité. La clientèle dit apprécier la disponibilité des diverses marchandises. Certains font un commerce réel, ils achètent en gros, ils viennent, ils revendent. Quand vous promenez, l'article vous plaît, vous la prenez. Des articles divers et variés. Des ceintures, des téléphones portables, des mouchoirs papier, entre autres vendus sur la chaussée. Au feu tricolore, de quoi perturber, selon certains, le trafic routier. Une fois le feu est vert, bon, tu es là, tu es concentré sur lui. Bon, il y a des voitures qui klaxonnent derrière toi, qui peuvent paniquer et puis cogner les voitures qui sont devant toi. C'est un risque qu'ils prennent parce que parmi nous, je ferai imprudent. Si vous le voyez, il y a des chauffeurs imprudents. Donc nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire de faire un effort de les évacuer parce que ce n'est pas prudent. Des griefs auxquels s'ajoutent des accusations de vol. Mon petit frère, en tout cas, ça lui, ça l'est arrivé une fois. Il était au volant, puis il avait son portable à côté. Il y a un qui était là, en même temps, l'autre a pris le portable et est parti. Pour nombreux, ce sont certains éléments de matériel qui a été soit volé et puis qui sont vendus rapidement sur le marché noir. Il y a tout ça, il y a trop de risques en fait. Et puis quand il n'est pas bon, c'est-à-dire quand ça ne répond pas à nos attentes, on a perdu et puis on ne peut plus les retrouver. Vous savez que dans toute profession qu'on exerce, il y a des brebis galeuses. Il y a certaines personnes qui abusent et puis profitent surtout des heures où les syndicats sont partis pour voler les gens. Mais ce n'est pas une pratique courante, c'est un fait très rare. Parce que ça fait peut-être un moment que vous êtes là, mais vous n'avez pas entendu voleur, 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 voleur. Qu'à cela ne tienne, pour l'autorité, il faut mettre de l'ordre
Dans le jargon du ministère du Commerce, ce type d'activité est appelé commerce sauvage ou paracommercialisme. Sa pratique est interdite. Le 20 septembre 2013 est intervenue une ordonnance et qui par la suite a été ratifiée par la loi 2013-877 du 23 décembre 2013. Effectivement, dans cette ordonnance, il est posé un principe, c'est-à-dire le principe de l'interdiction de la vente sauvage ou paracommercialisme. Ce terme aussi concerne aussi bien la vente ambulante. Voilà, donc, c'est dire que cette disposition est prévue dans l'ordonnance et en même temps, l'ordonnance aussi pose le principe de l'interdiction de cette forme de vente. Des décisions déjà traduites en actes, certaines grandes voies comme ce carrefour à Atekoubé débarrassées des vendeurs ambulants. Des vendeurs ambulants qui espèrent une relocalisation formelle afin d'exercer légalement l'activité de commerce. À l'étranger, les Gabonais attendent les résultats de l'élection présidentielle au lendemain du vote. Le président sortant, Ali Bongo, et son principal adversaire, Jean Ping, ont chacun revendiqué leur victoire. Les résultats officiels ne sont pas attendus avant mardi. Pour l'heure, l'Union européenne fait un point de son constat sur ce processus. La mission de l'UE estime que la gestion du scrutin a manqué de transparence dans un contexte qu'elle juge tendu. Voici à présent la réaction du gouvernement gabonais après les observations de l'Union européenne. Nous avons aujourd'hui été informés d'une communication de la mission d'observation de l'Union européenne. Ayant lu de manière attentive le contenu de cette communication, nous observons que cette mission a outrepassé le cadre du mandat qui lui a été confié. La communication en elle-même, à la page 14 du communiqué, reconnaît que le processus a été transparent. La mission écrit noir sur blanc que sur 95% des bureaux observés, le vote a été transparent. Nous nous étonnons donc de ce titre qui est en contradiction flagrante avec ce qui s'est passé sur le terrain. Les Gabonais vivant à Abidjan attendent eux aussi les résultats de l'élection présidentielle. Sur les 200 Gabonais résidant dans la capitale économique ivoirienne, 117 ont pris part au vote. Entre sérénité et suspense, ils sont suspendus aux résultats des urnes et gardent bon espoir que leur pays poursuivra son développement. Salimatou Dia, Sidonie Davila. Annick, gabonaise, réside à Abidjan depuis 16 ans. Elle a accompli son devoir civique en votant samedi dernier pour la présidentielle du Gabon. Dans l'attente des résultats, Annick espère que ceux-ci reflèteront la vérité des urnes. Que la volonté du peuple soit respectée. Nous sommes un petit peuple, on a vraiment besoin de paix, on n'a pas besoin de bains sanglants. Ces résultats, selon elle, devraient donner un coup d'accélérateur au développement du pays. Comme elle, Jordan Nelze et Kevin Ewak Ombam, étudiants gabonais en Côte d'Ivoire, attendent beaucoup de ce scrutin. Il y a eu beaucoup de promesses de la part de tous les différents candidats. Donc il serait intéressant que maintenant on sache qui va conduire le pays pour cette nouvelle année. En tant que Gabonais à l'étranger, on aimerait que le taux de chômage au Gabon puisse être à la baisse. Ils sont 117 sur environ 200 Gabonais à avoir voté le 27 août dernier dans le calme à l'ambassade du Gabon en Côte d'Ivoire. Comme cette élection s'est déroulée dans le calme, dans la paix, dans la sérénité, et que l'annonce des résultats également soit acceptée par le corps électoral gabonais dans la paix, dans le calme et dans la sérénité pour que notre pays continue donc son cycle de développement. C'est ce mardi que la commission électorale doit annoncer les résultats. Le décompte des voix se poursuit. Ici à Abidjan, la communauté gabonaise retient son souffle car la partie s'annonce serrée entre Ali Bongo, président sortant, et Jean Ping, candidat soutenu par l'opposition. Toujours à l'étranger, au Brésil, la présidente brésilienne Dilma Rousseff s'est défendue devant le Sénat ce lundi. La dirigeante de gauche, écartée du pouvoir depuis mai,
prononçait le discours de la dernière chance avant sa probable éviction, attendue mardi ou mercredi. Dilma Rousseff est accusée d'infraction à la loi de responsabilité budgétaire et d'avoir maquillé les comptes publics. Depuis des mois, la première femme élue à la tête du Brésil en 2010 clame son innocence et dénonce un complot. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne fin de soirée sur RTI 1.